Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Miguel Chema. Moi, je m'appelle Miguel Chema, j'ai 20 ans, je suis étudiant en médecine, j'écris aussi pour le Bondi Blog, par moments sur France Culture par les temps qui courent. Et voilà, j'ai plein d'activités comme ça. Je me vis pas comme militant, en fait, mais je pense que je dis des choses que j'ai besoin de dire et qui m'affectent énormément. Et en même temps, mes études et la profession que j'espère exercer, qui est médecin, sont des professions extrêmement politiques, en fait, de qui est soigné, comment on est soigné, etc. Donc je me dirais plus comme médecin ou comme quelqu'un de gauche, en fait, un homme de gauche. Je suis bi aussi, et noir, parce que ça se verra pas, je le dis. Avec Adama Traoré, je pense pas que j'ai des liens personnels, et je pense pas que nos vies, à part le fait qu'on soit tous les deux noirs et des hommes, soient très similaires, parce qu'on vit pas dans les mêmes vies, on vit pas dans les mêmes quartiers, on n'a pas la même expérience du monde. Même étant bi, ma queerness fait que j'ai pas du tout la même expérience du monde, et ayant vécu et vivant toujours dans un milieu bourgeois, j'ai pas le même rapport à la police, etc. Mais il est noir, et moi aussi, et je pense que ça c'est déjà un lien assez fort, en fait, entre nous. Et que même si on n'a pas le même rapport à la police, on n'a même pas le même rapport aux institutions, étant donné qu'on a des disparités, le fait qu'il soit mort parce qu'il soit noir est déjà assez fort, en fait, pour me toucher. Quand j'écris des articles au Bondi Blog en général, et particulièrement sur les derniers que j'ai écrits, c'est pas le dernier, mais en tout cas celui que j'ai écrit sur la marche Adama, je veux m'inscrire, en fait, en opposition à ce qui peut se faire en général, comme un simple compte-rendu, comme des personnes qui se vivent comme neutres, qui font des états des lieux, et de pas me dire neutre parce que personne ne l'est, et que ça n'existe pas, et de dire la vérité politique de ce qui est en train de se jouer, en fait. De dire que quand on a le comité Adama qui est là, qui manifeste, après 3 ans de lutte pour la mort d'Adama Traoré, ce qui se passe là est super important, et voici ce qui se joue réellement, en fait. La marche Adama est super forte, étant donné que déjà, elle se situe là où tout se passe, Beaumont-sur-Oise, en fait. C'est qu'elle dit très bien aussi qu'elle casse, en fait, aussi les manières dont on a pu manifester. C'était à Paris, Bastille, République. Et le comité Adama a dit non, c'est à Beaumont, parce que c'est là où on a tué Adama, parce que c'est dans nos quartiers que se jouent les logiques qui ont fait que Adama est mort, parce que l'espace où Adama a été interdit d'être au monde, on le reprend, on dit que c'est pas normal, et on s'approprie l'espace, en fait. Et surtout, une scène qui était super belle et super forte, Assa Traoré, la marche qui s'arrête, Assa Traoré qui prend le micro et qui dit « c'est là où on a tué mon petit frère », à côté de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise, en fait. De dire qu'on est juste à côté de là où Adama a été tué. Et on prend l'espace. Et on dit, et on critique, on espère qu'ils entendent. Je trouve que c'était super puissant et très émouvant. Dans l'article que j'ai fait sur la 3e marche Adama, j'ai parlé des slogans de justice pour Adama, de anti-capitaliste. Je ne l'ai pas totalement conscientisé en l'écrivant, mais je me dis que c'est super important, en fait. Dire justice pour Adama, c'est, comme a pu l'écrire Assa Traoré ou Geoffroy de la Garenne dans Combat Adama, c'est énormément de choses. C'est pas juste punir les policiers, et même on peut se poser la question si punir les policiers, c'est la justice ou pas pour Adama Traoré, mais quelles sont les conditions qui ont fait qu'Adama Traoré est arrivé dans cette situation? Qu'est-ce que c'est au niveau des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques raciales, en tout cas racistes, de la ségrégation qui fait que Adama Traoré est mort. Et dire justice pour Adama, c'est faire sauter la société. Donc je pense que c'est un catalyseur de beaucoup de choses qui permet de tout dire. Quand on demande justice pour Adama, c'est beaucoup de choses. Et anticapitaliste aussi, c'est important de le dire dans cet article-là, parce que c'était aussi le moment où les Gilets jaunes venaient à la marche Adama, la 3e marche Adama, et de dire, et ce qu'a très bien dit Assa Traoré et le comité Adama, qu'ils sont les Gilets jaunes depuis 20 ans. Que les logiques sociales, les logiques économiques sont aussi des enjeux pour les quartiers populaires. Et en fait, d'autant plus parce que c'est des quartiers populaires, parce que c'est des quartiers ostracisés, et qu'il y a une politique néocoloniale et raciste qui s'abat sur ces quartiers-là. Donc c'était ça aussi qui était important
de dire ce qui était en train de se jouer dans cette manifestation. Quand j'ai commencé à écrire au Bondi Blog en seconde, ils étaient venus dans mon lycée, je faisais classe média à Jacques Decour, et on a fait une sortie en conférence de rédaction au Bondi Blog, et j'ai beaucoup aimé. Donc moi j'ai continué à y aller. Le Bondi Blog m'a amené à questionner le monde dans lequel je vivais, et aussi m'a donné une sorte de légitimité à moi-même, en fait, de me dire, tu n'es pas fou, parce que j'étais quand même noir, ce qui était assez compliqué dans le milieu dont je vivais. Et je vois autour de moi des Noirs et des Arabes qui écrivent sur le monde social et qui en parlent. Donc j'ai eu un cheminement assez long pour questionner le monde dans lequel je vivais et sortir de mon conservatisme passé. Et j'ai une prof de philo parfaite, excellente, qui m'a aussi amené vers la sociologie. J'ai baigné dedans, j'ai beaucoup lu de ça, et je me vis moins comme un journaliste qu'un sociologue des médias, en fait. J'écris beaucoup sur le discours médiatique et sur la manière dont on parle des questions LGBT, des questions raciales. Et ça m'intéresse beaucoup de questionner ce champ, qui est pour moi extrêmement conservateur, qui ne fait que répliquer des logiques qui existent depuis des années, qui dit la même chose, qui a les mêmes débats, et on peut très bien le voir là, dans la manière dont il parle des femmes voilées. Et au lieu de dire « Ah ben non, ce que vous dites c'est raciste », ou juste de dire c'est faux, et d'être dans un truc de confrontation, je suis au-dessus. Et c'est là où la théorie m'aide, en fait. De dire, bah, regarde ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe dans ce champ, tous les discours qui sont en train de se dire, ils ont des racines racistes, sexistes, et questionner, en fait, ce qui est en train de se jouer. Je suis toujours divisé entre les deux, entre est-ce qu'on sait parce qu'on vit, ou est-ce qu'on sait parce qu'on a lu, ou parce qu'on on a allé chercher des théories, etc. J'ai envie de dire les deux. Les deux parce que moi, quand j'étais Miguel, jeune, certes conservateur, mais qui vivait le racisme, je savais que ce que j'étais en train de vivre, c'était pas normal. Sauf que le monde autour de moi me dit « Mais non, Miguel, t'es susceptible. Mais non, Miguel, t'es ci. Mais non, Miguel, t'es ça. Mais non, Miguel, rien à voir. » Qui questionnait, en fait, et qui niait mon existence. Ou en tout cas, l'existence de ce que j'étais en train de vivre. Mais la théorie, en fait, ne m'a donné que la légitimité de parler, en fait, sur ce que j'étais en train de vivre. Certes, elle a éclairci des champs qui étaient sombres. Elle a cassé des discours de dénégation qui étaient en moi, que j'avais intériorisés. Donc, elle m'a juste donné la permission de parler. Et en même temps, je me dis que la manière de parler de racisme du Miguel plus petit, elle est totalement problématique, en fait. Et dire vrai, c'est pas forcément vivre les choses, c'est dire vrai sociologiquement. Et donc, je suis toujours vraiment cassé entre les deux. J'ai envie de dire aussi, il n'y a pas besoin d'avoir Louis Bourdieu, Frantz Fanon ou James Baldwin pour pouvoir parler de racisme en France, en fait. Assa Traoré, elle n'est pas passée par la théorie. Assa Traoré, elle a eu son frère qui est mort. Assa Traoré, elle a eu son frère qui est mort, ses frères qui ont été envoyés en prison, un acharnement de la police, de la justice contre elle et sa famille, plein de mécanismes racistes qu'elle a dû vivre. Et voilà, elle n'a pas besoin de lire Baldwin pour comprendre qu'il y a un problème de racisme en France, en fait. Donc c'est très très complexe comme question. Je me vis comme citoyen, comme membre de ce pays, et en même temps on me remet toujours en cause dans l'appartenance, que toutes les questions qui m'intéressent moi, qui m'affectent ma vie, sont décrites comme des questions communautaires. Quand on parle du rapport à la police, du profilage racial, il faut dire les choses, du profilage racial de la police envers les personnes racisées, l'accès à l'emploi, etc. Pour les personnes racisées, ce sont construites comme des questions communautaires. Donc je suis exclu de fait de la communauté nationale, etc., etc. Donc je me vis comme ça et je parle de tout ça parce qu'il faut en parler. Et en même temps, c'est aussi une manière de moi de dire « Ok, vous pensez que j'ai pas le droit de parler de ces choses-là, de parler du discours politique, de parler de la chose politique et du monde social, bah regardez-moi faire en fait. » C'est une position arrogante que je prends. Ah ok, je suis pas citoyen, bah on va voir si je suis pas citoyen. Et cette arrogance, elle est possible précisément parce que ma mère est médecin, mon père travaille à l'ambassade du Rwanda, je suis issu d'un milieu bourgeois, où il y a un capital culturel, où j'ai accès à la culture dite cultivée. Et c'est précisément parce que je parle bien pour un noir, parce que je fais bien, parce que je fais propre sur moi, que j'ai accès à ça, que cette arrogance, elle est permise. Si j'étais un jeune de banlieue pauvre, pas accès à la culture cultivée, et qui n'a pas accès au même discours, qui ne parle pas de la même manière, là, l'arrogance, ça serait encore plus questionnée. Mais c'est parce que c'est ce qu'on me disait, en fait, dans mon enfance. C'est, toi, Miguel, t'es un mouti, en fait. T'es blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. T'es pas un vrai noir, t'es pas une racaille. Donc, quelque part, tu peux aussi accéder à ça. C'est précisément parce que j'ai d'autres codes, et je suis aussi un mec. C'est ça aussi, je pense que
les femmes noires se font harceler beaucoup plus, ont beaucoup plus de violence, etc. C'est parce que je suis un homme aussi. Il y a plein de choses qui se jouent. Moi, j'ai compris une chose, c'est que cette arrogance, elle existait comme un moyen de défense, et aussi parce que quelque part, je voulais montrer que je pouvais. Et dans montrer que je pouvais, c'était montrer aux Blancs que je pouvais. Et j'ai compris une chose, que déjà montrer que je pouvais aux Blancs, c'était construire les Blancs comme porteurs d'une reconnaissance envers moi. Reconnaissance de mon humanité, de mon intelligence, de ma place dans ce monde, etc., etc. Et à partir du moment où on s'en fout de ce qu'ils pensent, ça va déjà beaucoup mieux. À partir du moment où on s'en fout de ce que pensent les Blancs, ce qui est très compliqué, en tout cas, il faut qu'on commence à s'en foutre du regard blanc. Pas tant les blancs couleur de... mais vraiment le regard blanc, la manière d'être blanche d'être au monde, la blanchité. Dans la prise de parole d'Assa, elle s'en fout totalement. Ils sont totalement autonomes. Le comité Adama, c'est d'abord dans les quartiers populaires. Le comité Adama, il cherche pas l'approbation, il fait ce qu'il fait. Il produit des discours qu'il produit localement. Et c'est même quelque chose qu'il revendique. Même la manière dont ils font déplacer les journalistes. Ils font pas de la manifestation à Paris en disant « on espère que les journalistes vont venir ». Si on le fait à Beaumont, vous venez ou vous venez pas. Nous, on fait la marche. Il y a une autonomie dans le comité Adama et chez Assa Traoré. Et ils s'imposent. C'est ça aussi le Bondi Blog. On s'en fout de ce que disent de la bourgeoisie blanche, de nous. On va vous raconter les quartiers, on va vous raconter les choses qu'on veut vous raconter. On est un média à part entière. Mais avoir accès à l'initiative, se dire qu'on peut, c'est des choses qui relèvent du privilège, en fait. Se dire, je peux prendre la parole. Quand on vit dans un monde où tu dis, ferme ta gueule, tu n'as pas le droit à l'espace public, tu n'as pas le droit au discours public, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, au vu de tout ce que je fais, de ce que je peux écrire, de la radio, etc., pourquoi je ne suis pas journaliste, militant dans la politique. Mais je considère que être médecin, c'est tout autant politique que faire de la politique. C'est que qui a accès aux soins, qui vit ou qui meurt, c'est une chose super politique. Quand on voit que l'accès aux soins est différent selon l'outre-mer ou selon qu'on est dans la métropole, quand on voit que, par exemple, SOS Médecins refuse d'aller dans tel ou tel quartier, disant que c'est des quartiers problématiques, qu'on voit la manière dont le système de santé traite les personnes trans, les femmes noires, avec le mythe méditerranéen pour les personnes maghrébines, comme si elles exagéraient leur douleur. Tout ça est super politique. Et comme si, je comprends pas, comme si c'était juste quelque chose de purement technique, alors que les logiques de domination s'exécutent aussi et sont aussi présentes dans le milieu médical. Sur qui est soigné, et déjà qui peut soigner. On voit la manière dont les études de santé sont pour les bourgeois, que si on n'a pas d'argent, on fait pas d'études de médecine. Parce qu'on peut pas se payer les prépas, sachant que maintenant, le redoublement j'étais la dernière génération qui pouvait redoubler à Paris. Et toutes ces questions-là sont super importantes. Non pas parce que tout d'un coup, si on a des pauvres et des noirs et des arabes qui peuvent soigner, ça va changer, parce qu'il y a des logiques du système, et le système, les membres de ce système sont interchangeables, mais c'est aussi une question, qui soigne? Et tout ça, pour moi, c'est ultra politique. Et j'étais parti à une conférence de Geoffroy de la Gannerie et Assa Traoré à la sortie de leur livre Combat Adama, et j'avais posé une question à Assa Traoré par rapport au parloir, parce que j'avais vu The Wave SES, une mini-série Netflix sur un cas de racisme aux États-Unis où 3 jeunes noirs avaient été accusés, 4 ou 5 jeunes noirs avaient été accusés de violer une femme blanche, ce qui n'était pas le cas. Et les scènes de parloir m'avaient vraiment ému. C'était des scènes très très violentes et tout. Et je me dis, mais Assa Traoré qui a 4 frères en prison, dont un qui est mort d'abord et donc 4 frères en prison, c'est quoi les parloirs pour Assa Traoré? Elle me raconte une scène où un de ses frères n'était pas venu au parloir, et elle trouvait ça bizarre, mais bon, elle s'est dit pourquoi pas. Et ils ont des téléphones en prison, etc. Et le frère d'Assa appelle, dans la nuit, il fait « Assa, je vais mourir. » Et ça fait que son frère était malade. Il a fallu qu'elle appelle les pompiers, qu'elle dise « Quelqu'un m'a dit », parce qu'elle ne va pas dire que son frère était un téléphone, quelqu'un m'a dit que mon frère était malade, était vraiment malade, allait dans telle cellule, à telle prison, etc., etc. Donc même la manière dont ils sont soignés est une question ultra politique. Qui a accès aux soins, qui est soigné, qui vit ou qui meurt. Le racisme, c'est aussi dire qui vit ou qui meurt, mais dans le système de santé, c'est des logiques qui sont d'autant plus fortes. Donc c'est là où ça s'insinue totalement dans mon travail, dans ma démarche, c'est que moi, en tant qu'homme noir, bi, je ne crois pas que je pourrais changer le monde médical, mais je me vis un peu comme un futur ennemi de l'intérieur.
Et je vais pas travailler dans les hôpitaux parce que je pense que c'est des lieux extrêmement violents et où il y a une misogynie crasse, un hétérosexisme sans limite, il y a un racisme sans nom. Donc je vais vite sortir de cet espace-là et avoir mon cabinet, etc. Mais avoir un discours ultra critique sur ce milieu. Je trouve que c'est super important et que c'est dans la droite ligne de tout ce que je fais. Par rapport au racisme du milieu médical, j'avais mentionné dans l'article sur la 3e marche Adama qu'une des autopsies d'Adama Traoré avait dit qu'il était mort de drépanocytose. En fait, c'est une maladie qui vient d'Afrique subsaharienne, qui est plutôt chez les personnes noires, etc., etc. Et c'était juste une manière raciste, en fait, de voir le monde. C'était une nouvelle manière de dire « Mais non, mais arrêtez tout de suite. Il n'est pas mort à cause de la police, à cause du système dans lequel on vit. Non, il est mort à cause de drépanocytose. » Sorte de dire il est mort d'une maladie noire, en fait. On voit très bien l'importance du milieu médical dans le combat Adama. Il a fallu, je sais même plus exactement le nombre d'autopsies, pour dire qu'Adama était mort asphyxié, sous le poids des gendarmes. Et ça a été prouvé, le milieu médical suit toujours le milieu policier judiciaire. C'est même le milieu médical là au sens large, même la psychiatrie. Et là, on est large, et pas forcément sur la mort d'Adama. Mais la psychiatrie, elle a un rôle très important en fait dans le milieu judiciaire. Et Michel Foucault l'a très bien prouvé dans Les Anormaux, ou encore Geoffroy de la Gannerie dans Juger. C'est qu'il y a une manière où le pouvoir médical va de pair avec le pouvoir judiciaire et ou policier. On voit tout ça dans les autopsies, on voit le racisme dans les autopsies, en tout cas dans la manière dont les autopsies pour Adama Traoré ont été faites, mais on voit très bien aussi dans mes études qu'il y a un impensé du racisme. Dans mes cours de santé publique, c'est que aucune des données, en tout cas toutes les données, le taux de mortalité infantile, le taux de décès pour telle ou telle maladie, etc. Ils excluaient tous les territoires d'outre-mer. Et c'est aussi une manière de dire que ces territoires sont en dehors du territoire national. Ce sont des zones coloniales, même en dehors du cas médical, mais ça se vit comme ça. Et il y a une manière d'impenser le racisme comme une incidence dans la maltraitance, en fait. Il y avait une partie de cours sur les personnes dont la douleur pouvait être mal perçue par les médecins. Donc il y avait les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ne pouvaient pas communiquer, etc., etc. Et jamais une mention des personnes racisées. C'est un impensé dans le milieu médical. C'est un impensé, tout simplement. En tout cas, ils ont comme s'il n'y avait que une portée pratique et scientifique de la chose. On soigne, mais après, il n'y a pas de racisme, rien. Tout ça, on ne connaît pas. Donc mes études ne sont pas racistes en tant que telles, mais elles ne pensent pas le racisme comme un danger. Pour finir, j'ai pas forcément un message pour les Blancs, mais il faudrait leur dire des choses à ces Blancs. Et mes mots comme ça ne sont pas super forts, en tout cas j'ai pas énormément d'inspiration. Mais donc je vais emprunter les mots de James Baldwin. Et donc je vais vous lire la prochaine fois Le Feu, page 130. Il faut beaucoup de force et beaucoup de ruse pour monter constamment à l'assaut de la puissance et hautaine forteresse de la primauté blanche, comme les Noirs de ce pays le font depuis si longtemps. Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous haït et dont le pied vous écrase la nuque. Et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuse. Les petits garçons et les petites filles noires qui aujourd'hui font face à ces foules hurlantes proviennent d'une longue lignée de paradoxaux aristocrates, les seuls véritables aristocrates que ce pays ait produit. C'est de la montagne de la suprématie blanche qu'ils ont à coups de pique détaché la pierre de leur personnalité. J'ai le plus grand respect pour cette humble armée d'hommes et de femmes noirs qui piétinaient devant d'innombrables portes de service, disant « oui monsieur » et « non madame », afin d'acquérir un nouveau toit pour l'école, de nouveaux livres, un nouveau laboratoire de chimie, d'autres lits pour le dortoir, d'autres dortoirs. Et tout ça pour dire, et là c'est mes mots, qu'il faut nous écouter, tout simplement. Et je pense que ça, c'est déjà un acte fort, de ne pas nous croire trop radical, parce que si on était radical, on aurait déjà mis le feu. Et c'est le titre de James Baldwin pour dire que si on continue comme ça, c'est fini. Ce sera le feu. Et que ce qu'on vit est tellement dur à vivre, en fait, à dire. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on vit. Constamment. Tout le temps. Partout. Même seul avec soi-même, on entend ces discours-là. Même quand on n'est pas en interaction avec des gens, on nous l'inculque dès le plus jeune âge. À ne pas nous sentir beaux, à ne pas nous sentir intelligents, à ne pas nous sentir légitimes d'eux. Rien que se déplacer dans l'espace public, c'est un acte, mais fou. J'ai pas les mots, franchement. Il y a beaucoup de choses que je dirais aux Blancs,
Mais quand je parlais de l'expérience et de dire ce que c'est impossible. C'est vraiment impossible. Et je pense que la prochaine fois, le feu s'en rapproche énormément, mais impossible. Merci à Miguel de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Ecker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elise Berman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.